les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le cours d'immunologie. Donc, premièrement, l'immunologie est une discipline mixte et complexe. Ça veut dire qu'elle intervient en génétique, en biochimie, en biologie cellulaire, en virologie, en microbiologie, et enfin en physiologie et en médecine. Donc, dans cette année, on va traiter les choses suivantes: l'immunité naturelle et l'immunité adaptative, les antigènes, les anticorps et les organes et les cellules de l'immunité. Ensuite, les notions d'immunopathologie et un cours technique concernant l'immunoanalyse. Alors, l'immunologie est une discipline mixte, fondamentale et clinique. Clinique, c'est que les médecins l'utiliseront en clinique. Vous verrez quand on parlera d'immunopathologie, on appelle très souvent à des notions médicales. Donc, le système immunitaire, vous le savez, il a comme rôle majeur d'assurer la protection de l'organisme. Donc, il permet de maintenir l'intégrité de l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système immunitaire, s'il permet de protéger notre organisme, ça veut dire qu'il doit être capable de distinguer entre ce qui nous appartient, qu'on appelle le soi ou le self, et ce qui est étranger, qu'on appelle le non-soi ou le non-self. D'accord? C'est comme ça qu'il peut distinguer ça, c'est un moi. Eh bien, il faut qu'il reste à moi, donc je le protège. Ça, c'est un élément étranger, eh bien qu'il faut que je l'attaque, il faut que je le détruise. Donc, finalement, présenté comme ça, on a l'impression que le système immunitaire, c'est la protection de l'organisme. Il n'y a pas de choses méchantes. Donc, le système immunitaire, il ne fait que nous protéger, éliminer les éléments étrangers. Mais il y a une autre face, ce sont les réactions négatives, les réactions défavorables, les réactions néfastes du système immunitaire. Par exemple, on a l'allergie, les maladies auto-immunes et le rejet de greffe. L'allergie, tu savais. Donc, le rejet de greffe, ça veut dire qu'on va transplanter un organe d'un individu à un autre, eh bien, malheureusement, le receveur va le rejeter. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un corps étranger, il ne le connaît pas, donc il faut le détruire. Ça, c'est un aspect négatif du système immunitaire. Si on pouvait transplanter un foie, un rein, un cœur, ou bien un autre organe, d'un individu à un autre sans problème, ça serait un miracle pour la médecine. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Il faut que les tissus soient compatibles sur le plan histologique. S'il n'y a pas d'histocompatibilité, hop, tout est rejeté. Donc, ça, c'est un élément négatif du système immunitaire. Et donc, voici quelques exemples sur l'allergie. Les maladies auto-immunes. Auto, soit immune, immunitaire. Le système immunitaire va se mettre à attaquer nos propres constituants. On a deux exemples, le diabète et la thyroïdite. Et on attaque le premier chapitre, l'immunité naturelle ou innée et l'immunité adaptative. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure que le système immunitaire, il était là pour défendre l'organisme, eh bien, pour défendre l'organisme, pour lutter contre les pathogènes, va utiliser deux types de systèmes immunitaires. Le système de défense inné et le système de défense adaptative. Le système de défense inné. Inné, ça veut dire il y a dès la naissance. Ça veut dire on est avec ce système-là. Ça veut dire on est avec le système de défense inné. Et après, on va avoir un autre type de système immunitaire qui va s'adapter à la vie qu'on va acquérir
au cours de la vie qui est le système de défense adaptative. Premièrement, l'immunité innée ou l'immunité naturelle, on l'appelle aussi l'immunité non spécifique. Donc, l'immunité naturelle est un mécanisme de défense non spécifique contre les pathogènes. Ça veut dire que c'est un système immunitaire qui va s'attaquer à toutes les pathogènes. Les pathogènes, c'est tout ce que vous avez étudié en microbiologie. Les champignons, les virus, les bactéries, tout ça. Il va s'attaquer à tout ça sans particularité. Il va s'attaquer à toutes les pathogènes. Premier élément, l'immunité qui est déjà présente dès la naissance. Deuxième élément, s'observe déjà chez les animaux inférieurs. Ça veut dire que se trouve l'immunité innée et se trouve chez les invertébrés que chez les vertébrés que chez tous les animaux inférieurs. Troisième élément, mise en jeu immédiate sans temps de latence. Ça veut dire, dès que le pathogène arrive à l'organisme, le système immunitaire inné s'attaque ce pathogène. Il va attaquer ce pathogène. Contrairement au système immunitaire adaptatif, il faut un certain temps de latence pour que le système immunitaire adaptatif attaque le pathogène. Ça, on va le voir en détail. Quatrièmement, le quatrième élément, c'est une réaction sans mémoire, dépourvue de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le même pathogène attaque l'organisme plusieurs fois, chaque fois, le système immunitaire inné, il va réagir de la même façon que la première fois. Donc, le système immunitaire inné absolument n'a aucune mémoire, contrairement au système immunitaire adaptatif. On va voir ça en détail. Le cinquième élément, le mode de fonctionnement identique quel que soit l'intrus. L'intrus, ça veut dire un élément étranger. Ça veut dire que quel que soit le pathogène, ce soit une bactérie, un virus, un champignon, n'importe quel que soit, le système de fonctionnement est toujours le même, toujours identique. Le cinquième élément, le système immunitaire inné fait intervenir deux lignes de défense. On va voir en détail. La première ligne de défense, c'est le revêtement cutanéo-muqueuse. Revêtement cutanéo-muqueuse. Ça veut dire cutané, ça veut dire la peau, et muqueux, ce sont les muqueuses, les différentes muqueuses qui se trouvent dans l'organisme. Donc, ce revêtement cutanéo-muqueuse, il constitue une triple barrière. Une barrière physique, une barrière chimique et une barrière biologique. Une barrière, ça veut dire un obstacle. Alors, on va commencer avec cette barrière physique. Et on commence par la barrière physique. Vous savez que chez un homme de 80 kg à peu près, il y a presque 1,70 mètres carrés de surface corporelle. Ça veut dire si on étale tout notre peau, on a presque 2 mètres carrés. C'est énorme. Et vous savez aussi que la peau est un épithélium stratifié et un épithélium kératinisé. Donc, c'est quelque chose qui est dur. Donc, la peau va bloquer la pénétration des germes. Donc, la peau, il enveloppe notre queue. Donc, il protège notre corps des germes. Et donc, la peau assure une protection très efficace, sauf si il y a une lésion
Ça veut dire, par exemple, le cas de brûlure ou bien le cas de piqûre, par exemple. Pourquoi? C'est parce que vous avez enlevé la peau. Dans le cas de brûlure ou bien dans le cas de piqûre. Bien le cas de plaie, morsure, etc., etc. Donc, vous avez enlevé la barrière physique. Donc, dans le cas des lésions, les germes peuvent pénétrer facilement dans le corps parce qu'on a enlevé la barrière physique. Donc, à côté de la peau, on a les muqueuses. Donc, les muqueuses, on a plusieurs. On a la muqueuse respiratoire, la muqueuse digestive, muqueuse urogénitale. Regardez la surface. 400 mètres carrés. Si on prend toutes les muqueuses qui se trouvent dans notre organisme, on a 400 mètres carrés de surface. Vous imaginez ça? Donc, ces muqueuses-là, la muqueuse respiratoire, la muqueuse digestive, la muqueuse digestive et la muqueuse urogénitale sont des barrières moins résistantes que la peau. C'est moins dur que la peau. Mais la muqueuse possède des équipements spéciaux. Donc, on prend par exemple la muqueuse respiratoire. Donc, la muqueuse respiratoire prend de la naissance depuis le nez. Donc, au niveau du nez, il y a des poils, il y a des cils. Ces cils-là, ils vont agir comme des filtres. Quand on respire, ils vont bloquer les particules, ils vont bloquer les germes. Ils vont bloquer les particules d'entrée dans notre poumon. Pour le deuxième exemple, on va traiter l'exemple de la muqueuse digestive. La muqueuse intestinale. Donc, rappelons-vous le cours de grandes fonctions, la physiologie de la digestion, le péristaltisme. Vous en rappelez ce mot-là? Le péristaltisme. Donc, signifie la mobilité. Ça veut dire que ce sont des mouvements au niveau de l'intestin. D'accord? Donc, par exemple, si un germe vient de se fixer dans les intestins, il ne peut pas avoir se fixer. Pourquoi? Parce que la muqueuse intestinale bouge. Donc, le germe va être éliminé, donc va être rejeté. Est-ce que d'accord? Rappelons-vous le cours de grande fonction, cette notion de péristaltisme. Et on a fini avec la barrière physique. Maintenant, on va attaquer la barrière chimique. Donc, concernant cette barrière chimique, le premier exemple, c'est le sébum et la sueur. Donc, le sébum est sécrété par les glandes sébacées et la sueur est extraite par les glandes sudoripares. Donc, les glandes sudoripares sécrètent la sueur et les glandes sébacées sécrètent le sébum. Donc, dans le sébum, on trouve beaucoup d'acides gras et dans la sueur, on trouve beaucoup d'acides lactiques. Alors, les acides gras ont une fonction antifongique. Ça veut dire quoi antifongique? Ça veut dire qu'ils ont une action anti-champignon. Fongique, ça veut dire champignon. Ça veut dire une action contre les champignons. Et l'acide lactique a une action contre les bactéries, a une action antibactérienne. Ça veut dire contre les bactéries. Donc, sébum et sueur exercent une action contre les champignons et les bactéries. Donc, vous voyez, c'est une protection chimique. Après, on a le pH acide. Donc, cette acidité agit faire la destruction
de plusieurs germes. Pourquoi? Parce que tout simplement ces germes-là n'arrivent pas à vivre dans des milieux où des conditions des milieux où le pH est très faible, un pH acide. Donc les germes n'arrivent pas à supporter cette acidité. Ça ne signifie pas que le pH acide détruit tous les germes. Il y a des bactéries, il y a des germes qui résistent à des pH acides. Donc, dans ce cas-là, on a traité deux exemples, la muqueuse gastrique et la muqueuse vaginale. Donc, l'acidité va faire la destruction de plusieurs germes, mais ce n'est pas tous les germes. Enfin, un enzyme que tous vous savez, c'est le lysozyme. La lysozyme a la propriété de détruire les parois des bactéries gram-positives. Donc les bactéries gram-positives ayant une paroi qui est constituée de peptidoglycanes. Et donc les lysozymes on trouve partout dans les sueurs, dans les salives, dans les larmes, etc. etc. Donc il clive, ça veut dire coupe les peptidoglycanes des bactéries gram-positives. Et on termine avec la barrière chimique. Donc on va commencer la barrière biologique. Donc premièrement, flore microbienne saprofite. Qu'est-ce que ça veut dire saprofite? Donc saprofite, ça veut dire non pathogène. Ça veut dire que ces bactéries vivent en symbiose avec notre organisme. Exemple, la flore intestinale. Mais il y a des cas où la flore microbienne devient pathogène sur nous. Maintenant, on va prendre l'exemple où le pathogène il a dépassé cette première ligne de défense. D'accord? Donc, il a dépassé le revêtement cutanéo-muqueuse. Ça veut dire qu'il a dépassé la peau et la muqueuse. Et il a pénétré dans l'organisme. Quand il a pénétré dans l'organisme, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une deuxième ligne de défense qui va attaquer ce pathogène. Donc, cette deuxième ligne de défense est composée par des cellules phagocytaires, sont les phagocytes. Donc, ces phagocytes ont une perception intrinsèque de ce qui est microbien. Donc, de ce qui est hostile. Ça veut dire quoi? Qui ont une perception intrinsèque de ce qui est microbien et de ce qui est hostile. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire que les phagocytes, ils perçoivent tout ce qui est microbien. Ça veut dire qu'ils sentent ce qui est pathogène et ce qui est étrangère. Ils sentent ce qui est microbien. Donc, ils attaquent ces microbes et ces corps étrangers. Donc, les phagocytes sont les polynucléaires neutrophiles et eosinophiles, les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Et donc, les monocytes et les lymphocytes sont des mononucléaires en ce noyau. Les neutrophiles, basophiles et eosinophiles sont des polynucléaires. Dans le sang, on a les globules rouges et les globules blancs. Dans les globules blancs, on a les mononucléaires et on a les polynucléaires. Dans les mononucléaires, on a les lymphocytes et les monocytes. Dans les polynucléaires, on a les neutrophiles, les basophiles et les eosinophiles.
Rappelons-vous le cours de physiologie animale. Donc, le deuxième type de cellules phagocytaires sont les monocytes et les macrophages. Les monocytes se trouvent dans le sang et les macrophages se trouvent dans les tissus. Les macrophages ils vont avoir des noms différents en fonction du tissu ou de l'organe dans lequel ils se trouvent. Si par exemple on trouve un macrophage qui se trouve dans les poumons, on parle d'un macrophage alvéolaire. Macrophage dans les tissus conjonctifs, on l'appelle un histiocyte. Si on a un macrophage qui se trouve dans le foie, on l'appelle des cellules de Kupffer. Si on a un macrophage dans les reins, on l'appelle des cellules de mésangial. Si on a un macrophage cérébral ou un macrophage qui se trouve dans le cerveau, on l'appelle des cellules microgliales. Et pour les os, on l'appelle les ostéoclastes. Pour les articulations, on a les macrophages synoviaux, etc., etc. Ces noms, il faut le connaître par cœur. Donc, vous voyez, en fonction du tissu, le macrophage prend un nom différent. Donc, comme j'ai dit précédemment, tous ces noms, vous devez les connaître par cœur. Par exemple, si je parle des histiocytes, vous devez connaître que je parle que ce sont les macrophages qui se trouvent dans les tissus conjonctifs. Par exemple, si je parle des cellules de Kupffer, vous devez connaître que ce sont des macrophages qui se trouvent dans le foie, etc., etc., etc. Maintenant, on va entrer dans le détail des cellules phagocytaires, dans les phagocytes. Rappelons-vous, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que les phagocytes ont une perception intrinsèque de tout ce qui est microbien, de tout ce qui est hostile. Et donc là, je l'explique. Donc les phagocytes identifient les pathogènes grâce à des intermédiaires qui sont des cellules qui ont des récepteurs. Et ces récepteurs, on les appelle des PRR pour Pattern Recognition Receptor. Ça, c'est en anglais. D'accord? Donc, les phagocytes identifient les pathogènes grâce à des récepteurs PRR. Les PRR, Pattern Recognition Receptor. Le rôle de ces PRR, c'est quoi? Le rôle de ces PRR, c'est quoi? C'est de reconnaître les pathogènes, tout simplement. Mais le PRR ne va pas reconnaître la bactérie entière ou le virus entier. Le PRR va reconnaître des motifs moléculaires qui sont caractéristiques des micro-organismes. Et ces motifs moléculaires qui caractérisent les micro-organismes, on les appelle les PAMP. PAMP, pourquoi? Pour Pathogen Associated Molecular Pattern. Donc, en fait, le pathogène, il a son PRR et le micro-organisme, il a son motif moléculaire PAMPs. Donc, il va y avoir ensuite que les macrophages vont se fixer par son PRR sur les PAMPs. D'accord? Donc, il y en a des exemples pour les PAMPs. Exemple, les lipopolysaccharides, noté LPS dans la diapo. Les lipopolysaccharides, des bactéries gram négatives ou alors la flagelline des bactéries flagellées ou encore le mannan des champignons et des levures et le mannose des bactéries. Donc, le PRR reconnaît les motifs moléculaires caractéristiques des micro-organismes, on l'appelle les PAMPs, qui ont des LPS, les lipopolysaccharides,
les flagellines, le mannose et le mannan, etc., etc. Les PRR sont exprimés par toutes les cellules de l'immunité innée, mais surtout les macrophages et les cellules dendritiques dont je n'ai pas encore parlé pour les cellules dendritiques, Donc les PRR, ils peuvent être à la surface, ça veut dire membranaire, ou cytoplasmique, ça veut dire à l'intérieur du cytoplasme, ou encore soluble. Dans ce schéma-là, j'ai représenté le plus simple PRR et j'ai mis les récepteurs en surface. Donc, il faut connaître que les récepteurs les plus connus sont les récepteurs Toll. Ces récepteurs Toll sont des récepteurs qui ont été identifiés chez les drosophiles. Alors, j'ai noté le prix Nobel 2011 qui est obtenu par Hoffman et Butler et Steinman. Ces trois chercheurs qui ont eu le prix Nobel en 2011 en physiologie et en médecine grâce à son découverte des récepteurs Toll. Mais ces récepteurs Toll ont été identifiés dans des quinzaines d'années en avant, mais le prix Nobel c'est jusqu'à 2011. Alors, on a dit précédemment que les PRR les plus connus sont les récepteurs Toll qui sont identifiés chez les drosophiles, mais pour l'homme et les mammifères, un chercheur a trouvé des récepteurs qui ressemblent aux récepteurs Toll. Il a appelé les Toll-like receptors, les TLR. Ces TLR sont des récepteurs comme les Toll récepteurs, mais ce ne sont pas des Toll récepteurs. Ce sont des Toll-like receptors. Ça veut dire que ce sont des récepteurs qui ressemblent aux Toll récepteurs. Et donc, chez l'homme, on connaît des dizaines de récepteurs. On connaît des dizaines de Toll-like récepteurs. Quand je dis dizaines, ça veut dire 12, 13, 14 Toll-like récepteurs. Donc, TLR. Par exemple, à vos yeux, dans ce schéma-là, les TLR2 reconnaît les grammes positifs et le TLR4 reconnaît les lipopolysaccharides. Le TLR5 reconnaît les flagellines, des flagellés, et les TLR1 et les TLR2 reconnaissent les triacides lipopeptidiques, etc., etc. Et on revient à la phagocytose. Donc, la phagocytose, c'est un mécanisme actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessite l'apport d'énergie, donc il consomme l'énergie. C'est un phénomène qui comporte plusieurs phases. Vous le savez déjà. Est un mécanisme aussi que l'efficacité augmente par l'opsonisation. Ça, vous ne savez pas. Ça, vous ne le savez pas. Je vais l'expliquer dans quelques minutes. Donc, les étapes de la phagocytose, la première phase, c'est la phase d'adhésion. Le phagocyte se colle au microbe. Ensuite, une phase d'injection. Le macrophage va émettre des pseudopodes qui vont englober le germe. Troisièmement, le germe se trouve à l'intérieur de la du macrophage. Donc, la formation de ce qu'on appelle un phagosome. La phagosome se fusionne avec un lysosome et on a la formation des
phagolysosomes. Et dans les phagolysosomes, le germe va être détruit. Une fois qu'il est détruit, il va être rejeté à l'extérieur. Comme vous voyez, cinquième, c'est l'étape, c'est la dernière étape. Normalement, tout cet enchaînement de la phagocytose, vous avez voyé, ou bien vous connaissez ces enchaînements de la phagocytose. Mais la question qui se pose, est-ce que tous les germes peuvent être phagocytés? La réponse, bien sûr et bien évidemment, c'est non. Mais la question qui se pose encore, mais pourquoi toutes les bactéries ne peuvent pas être phagocytées? Tout simplement, c'est que certains germes présentent ou bien possèdent la capacité de bloquer la phagocytose. Donc, voici quelques exemples de stratégies de résistance des microbes à la phagocytose. Donc, les Streptococcus pneumoniae possédant des capsules qui bloquent son adhésion au phagocyte. Aussi, les Mycobacterium tuberculosis, Salmonella et Legionella inhibant la fusion du phagosome lysosome. Les Shigella flexneri est ingérée mais non détruite et peut tuer la phagocyte grâce à ces enzymes. On a aussi les cellules dendritiques dans les cellules phagocytes. Appelons-vous les dendrites au niveau des cellules nerveuses. Et on a les cellules tueuses naturelles. En anglais, natural killer. Killer, ça veut dire tuer. On le symbolise par NK, natural killer. Dans les bouquins, vous n'avez jamais trouvé les cellules tueuses naturelles. Vous trouvez seulement les NK ou bien les natural killers. Donc, l'activation des TLR, l'activation des Toll-like récepteurs peut déclencher plusieurs réactions. Une réaction anti-inflammatoire, une réaction antivirale et peut aussi l'activation de l'immunité adaptative. Ça, c'est la conséquence de liaison PRR et PAMPS. Et on passe à les cellules tueuses naturelles NK, les natural killers. Quels sont ces NK? Tout simplement, ce sont des lymphocytes. Donc, les lymphocytes qu'on connaît sont les lymphocytes T et les lymphocytes B. Mais les cellules tueuses naturelles NK sont des lymphocytes qui ne sont pas des lymphocytes ni B ni A. Sont non B, non B. Non B, non T. D'accord? Les natural killers sont ni lymphocytes B ni lymphocytes T. Donc, ce sont des cellules qui vont détruire. Donc, ce sont des cellules qui vont détruire les cellules qui expriment faiblement les molécules du CMH1 du classe 1. Du CMH de classe 1. Le CMH, c'est bien évidemment c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, toutes nos cellules possèdent des CMH, possèdent des molécules de complexe majeur d'histocompatibilité. Mais, donc, ces cellules peuvent être modifiées, par exemple dans le cas des cellules cancéreuses ou bien dans le cas des cellules infectées par des virus. Donc, dans ce cas-là, ces cellules expriment le CMH du classe 1 faiblement. Il n'y a pas beaucoup du CMH du type 1. Donc, les cellules tueuses naturelles, les NK, les natural killers, attaquent ces cellules. Donc, les natural killers attaquent les cellules infectées par des virus et attaquent les cellules cancéreuses. Donc, comme j'ai dit que lors, par exemple, des cellules cancéreuses, les cellules perdent
du CMH du classe 1 et aussi dans le cas des cellules infectées par des virus, ces cellules perdent ce CMH du classe 1. Donc les natural killers peuvent attaquer ces cellules-là. Et donc, pour les natural killers, si une cellule ne possède pas les CMH ou bien possède faiblement les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité du classe 1, ça veut dire CMH du classe 1, si la cellule ne possède pas ce CMH1, automatiquement les natural killers vont attaquer ces cellules-là. D'accord? Donc, d'accord, ces cellules ne possédant pas de BCR, ça veut dire les lymphocytes B, ni de TCR, les lymphocytes T, mais possédant des récepteurs CAR et KIR. On va le voir ça. Mais la question qui se pose, c'est lorsque j'ai dit que les natural killers détruisent les cellules qui expriment faiblement les molécules du CMH de classe 1, ça veut dire qu'elles détruisent les cellules cancéreuses. Donc, automatiquement, on va détruire toutes les cellules cancéreuses. Mais nous, en réalité, on voit le contraire. Donc, on conclut que les natural killers n'arrivent pas à tuer toutes les cellules cancéreuses. Donc, les lymphocytes B possèdent des BCR et les lymphocytes T possèdent des récepteurs TCR. Et pour les cellules naturelles, pour les cellules tueuses naturelles, les natural killers possédant des récepteurs CAR et KIR. Car les récepteurs CAR sont des récepteurs activatrices et les récepteurs KIR sont des récepteurs inhibitrices. On va voir ça. Donc, vous voyez ici une cellule normale et une cellule anormale. Donc, pour la molécule qui est normale, elle possède des récepteurs, elle possède des molécules, elle possède des molécules du CMH du classe 1. Pour les NK, pour les natural killers, possèdent des récepteurs CAR et des récepteurs KIR. Les récepteurs CAR sont des activateurs et des récepteurs KIR sont des inhibiteurs. Quand le CMH du classe 1 est présent, il va y avoir inhibition des NK. Si le CMH du classe 1 est présent, il va y avoir une inhibition du NK, du natural killer. Par contre, pour la cellule anormale, par exemple une cellule infectée par un virus ou bien une cellule cancéreuse, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bien évidemment, il n'y a pas de CMH du classe 1. Donc, le NK va tuer cette cellule-là. Donc, si le CMH du classe 1 est présent, le NK est inhibé. Et si le CMH du classe 1 est présent, le NK attaque la cellule. Et comment il va attaquer ces cellules-là? Il va attaquer par des perforines et des granzymes. Est-ce que d'accord là? Jusqu'à maintenant, est-ce que on est d'accord? Et voilà, on a terminé cette première partie du cours d'immunologie. Donc, on va faire un résumé très rapide. Donc, on a dit que le rôle majeur du système immunitaire, c'est de protéger, c'est la protection de l'organisme. Et donc, pour ça, il va maintenir l'intégrité, de l'organisme. Donc, il a la capacité de faire la différence, de distinguer entre ce qui est du soi et du non-soi. Il y a d'autres réactions qui sont des réactions néfastes, sont des réactions négatives du système immunitaire, sont l'allergie, les maladies auto-immunes et le rejet de greffe. On a dit qu'on a deux types de système immunitaire. On a le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. On a dit que le système immunitaire inné, on est avec ce type de système-là. On a dit que ce système naturel, ou bien ce système inné, ou bien on l'appelle aussi un système non spécifique. On a dit
qu'il attaque tous les pathogènes de la même façon. Il a dit que c'est un système sans mémoire. On a dit aussi ce système-là fait intervenir deux lignes de défense, la première ligne et la deuxième ligne. La première ligne, c'est le revêtement cutaneo-muqueuse, c'est la peau et la muqueuse, les différentes muqueuses respiratoires et intestinales et urogénitales. Et la deuxième ligne sont les cellules et les natural killers. Les natural killers, on a dit que les cellules, on a les phagocytes, les monocytes, les polynucléaires, les phagocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Et les natural killers, on a dit qu'on a que les phages ou bien les phagocytes reconnaissent ou bien identifiant les pathogènes grâce à des récepteurs PRR qu'on appelle les pattern recognition receptors. Les PRR reconnaissent les motifs moléculaires caractéristiques des micro-organismes, les PAMPs, pathogènes associated molecular pattern des micro-organismes. Donc, finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas de s'abonner dans notre chaîne. N'hésitez pas de cliquer sur like. Et merci pour votre attention et à bientôt.